On va passer à la première table ronde. Donc on a beaucoup parlé hier de SP Recherche forcément, qui était immensément lié à des aspects de formation. Cette table ronde va traiter de la formation. Donc il y a Mehdi Ciné qui va l'animer avec Véronique Belon, Béatrice Dingli et Vincent Géano. Je passe la parole à Mehdi. Voilà. Merci Jacques, merci Claire. Merci à nos intervenants aussi. Je vais animer cette table ronde, mais on n'a pas de support, donc on va discuter. Et puis c'est une discussion aussi ouverte avec la salle, donc on vous passera la parole au fil des thématiques, plutôt sur la fin de l'intervention d'ailleurs, pour discuter de manière très ouverte sur ce sujet de la formation vis-à-vis de nos thématiques du PEPR, donc agroécologie et numérique. Donc je vais commencer par me présenter, puis ensuite on fera un premier tour de présentation de chacun des intervenants. Donc moi je suis Mehdi Ciné, je suis directeur scientifique et numérique à l'ACTA, le réseau des instituts techniques agricoles. Alors le réseau des instituts techniques agricoles est fortement impliqué et depuis très longtemps sur le sujet du numérique en agriculture. Juste peut-être préciser les activités d'un institut technique qu'on peut résumer de manière très schématique en deux étapes: acquérir des références, acquérir des connaissances par l'expérimentation, et donc ça mobilise évidemment beaucoup de numérique et depuis très longtemps, et transférer ces connaissances produites au plus près des producteurs, en direct avec les producteurs ou via des intermédiaires qui peuvent être des conseillers, des enseignants, des formateurs. Et donc les instituts techniques agricoles proposent également des formations sur toute une série de thématiques et également sur le numérique. On pourra aussi en dire un mot. Alors sur le numérique et l'agroécologie, nous avons aussi au sein du réseau des instituts techniques des dispositifs plus particulièrement dédiés à l'évaluation de ces technologies, en se mettant à la place des producteurs. Donc je peux mentionner le réseau par exemple des Digifermes, qui est un réseau de fermes expérimentales spécialisées pour tester, évaluer des solutions numériques qui sont en phase de conception, donc en phase de prématuration, en collaboration avec des startups, avec des entreprises, des agroéquipementiers sur toutes les thématiques, sur la protection des cultures, en élevage. Et évidemment, il y a beaucoup de Digifermes, il y a plus de Digifermes d'ailleurs en élevage qu'en culture. Donc ce réseau, vous pouvez le retrouver sur son site internet si ça vous intéresse. C'est un réseau très dynamique, multi-partenaires. Il n'y a pas que des instituts techniques, loin de là, qui animent ces Digifermes. Il y a des chambres d'agriculture, il y a des établissements aussi d'enseignement supérieurs et techniques qui font partie de ce réseau et qui évaluent donc ces solutions en se mettant à la place d'un producteur pour voir si le numérique c'est un levier effectif dans l'exploitation qui peut être utile au producteur et qui peut lui faire gagner alors soit sur l'optimisation des techniques, soit sur des phases même complètement de reconception, pour faire le parallèle par rapport à ce qu'a dit hier Christian Huyghe sur les différentes formes d'innovation, innovation incrémentale ou innovation de rupture. Donc j'ai parlé des Digifermes, mais on a aussi beaucoup de numérique du côté de l'expérimentation. On conduit beaucoup d'expérimentation et donc on va avoir des équipements spécialisés avec du phénotypage en végétal, en animal. On va mobiliser énormément de capteurs. De plus en plus, on digitalise les stations expérimentales du réseau, et ça aussi, ça participe à de nombreux projets, dont certains d'ailleurs vont être déposés en partenariat et présentés cet après-midi. Et puis l'autre volet important, c'est sur le volet du transfert. Comment on porte les connaissances auprès des producteurs, et donc là aussi évidemment on mobilise énormément le numérique dans la communication sous diverses formes, mais aussi au travers de la formation, on va en parler, et puis d'outillage, et notamment des outils d'aide à la décision, puisque de nombreux outils d'aide à la décision sont développés par le réseau des instituts. J'étais un peu long dans ma présentation, mais je vais surtout maintenant laisser la parole à nos intervenants. Peut-être donc, alors,
resituer pourquoi on a, en tout cas les organisateurs, Claire et Jacques, ont souhaité, avec le comité d'organisation, placer cette table ronde sur la formation, parce qu'on considère bien évidemment que c'est un enjeu majeur pour les deux thèmes et le croisement des thèmes agroécologie et numérique. Il y a un manque de formation évident, on le mettra en évidence sur tous les maillons de la formation, du plus jeune âge, je dirais, jusqu'à la fin du parcours professionnel pour les professionnels du monde agricole, que ça sera l'occasion avec cette table ronde d'interroger le continuum justement de la formation en parlant de l'enseignement technique, dans les lycées, de l'enseignement supérieur avec Véronique, et puis de la formation des exploitants agricoles avec Vivea. Et que c'est un enjeu fort politique aussi, puisqu'il est bien inscrit dans le pacte d'orientation du renouvellement des générations, qui est le défi quand même qui est devant nous du renouvellement d'une très forte proportion d'agriculteurs dans les toutes prochaines années, avec un enjeu d'attractivité des métiers d'agriculteurs, mais aussi des métiers de chercheurs, des métiers de conseillers et de professionnels qui tournent autour des questions agricoles et d'agroécologie, dans ce contexte de transition agroécologique, mais aussi climatique, qui est aussi un défi évidemment énorme à relever. Voilà, donc je vais peut-être commencer à passer la parole et vous demander de vous présenter. Donc on va peut-être commencer par Vincent, qui, en suivant le continuum de la formation, qui représente donc la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture. Vincent Géano, je te laisse te présenter. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Donc, Vincent Géano, moi, pour vous expliquer un petit peu mon positionnement au sein de l'enseignement agricole technique, je suis animateur thématique. Alors, en fait, au niveau de la DGER, donc au niveau du pilotage de l'enseignement agricole technique, il y a beaucoup d'animateurs en fait qui brossent l'ensemble des missions de notre enseignement agricole. Et moi, je fais partie d'un collectif d'animateurs qui s'appelle Réseau Thème, où on est 10 à travailler en fait pour appuyer les lycées agricoles sur les questions plus orientées autour de la mission d'animation et développement des territoires. Et donc, on accompagne en particulier les lycées agricoles sur leurs projets. Donc, on n'intervient pas forcément sur l'action pédagogique au sens strict, au niveau des formations. Il y a l'inspection, par exemple, pour ça. Mais par contre, on intervient pour notamment accompagner les lycées agricoles sur leurs projets autour du plan enseigner à produire autrement, donc qui est en charge justement de dynamiser les projets autour de la transition agroécologique. Et donc, on intervient en particulier, nous, en tant qu'animateurs Réseau Thème, sur l'appui aux fermes, aux exploitations agricoles et aux ateliers technologiques des lycées, de notre réseau des lycées agricoles publics, entre autres. Voilà. Et donc, au sein de ce collectif Réseau Thème, j'ai la mission donc d'accompagner les établissements sur la thématique de l'agriculture numérique et de façon plus large, tous les agroéquipements innovants. Peut-être juste nous redire en quelques chiffres combien il y a d'établissements d'enseignement, ça représente combien d'apprenants au niveau technique ? Oui, alors le réseau des lycées agricoles publics privés, c'est en gros 800 établissements sur le territoire français, 220 publics, le reste les différents réseaux d'enseignement agricole privé. Alors après en apprenant, on est un petit peu moins de 200 000 et 150 000 en gros sur la formation initiale, donc élèves et étudiants, et à côté de ça également un peu plus de 40 000 en apprentissage. Merci Vincent. Et donc, quelle est ta vision par rapport au numérique et à l'agroécologie ? Quels sont pour toi les enjeux d'aujourd'hui et de demain, de ton point de vue, on va dire, toujours sur ce focus enseignement technique ? Alors si je parle de mon point de vue, je parlerai justement un petit peu de l'accompagnement qu'on cherche à apporter au lycée agricole, et en particulier par rapport aux projets autour de ces exploitations et ateliers technologiques.
qui est un support évidemment derrière pour toutes les formations qu'on développe. Alors, après, on parle de transition agroécologique. La première chose que je voudrais dire, en fait, c'est que quand on parle d'enseignement agricole, en fait, il faut voir ça au sens très large, puisque notamment nos formations, en fait, nos filières de formation sont beaucoup plus larges que simplement. Bon, on a notre cœur de métier sur les classes qu'on appelle production, donc vraiment qui mènent notamment à l'installation et vraiment aux activités agricoles, mais on a un champ de formation qui est très large, qui va du secteur environnement, toute la question de l'agroalimentaire, de l'alimentation, jusqu'aux services en milieux ruraux. Donc vraiment, c'est aussi de se poser, nous, quand on parle de transition agroécologique, c'est aussi comment on aborde dans l'ensemble de ces formations-là ces problématiques de transition, comment on peut le transposer à toutes ces filières. Donc c'est beaucoup plus large que simplement le secteur agricole au sens strict production, même si c'est vrai que c'est notre cœur de métier. Voilà, donc nous, sur ces questions-là, la transition agroécologique, c'est un objet que l'on travaille déjà depuis longtemps, puisque les premiers plans enseignés à produire autrement datent bientôt 20 ans, et se succèdent et continueront à se succéder. Alors, la vision, s'il faut donner une vision, en fait, et si notamment je le recroise avec la question du numérique, alors, moi, par rapport à tout ce que j'ai entendu jusque-là, souvent j'aime bien parler plutôt des numériques que du numérique, en fait. Et c'est un petit peu aussi dans notre approche ce qu'on essaye de porter. C'est-à-dire, en fait, notre rôle, c'est qu'au sein des lycées agricoles et au sein des formations, et par rapport à cette question du numérique, on y rentrera plus dans le détail après, je suppose, mais c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui en force. La question, c'est vraiment peut-être de travailler sur les questions d'ouverture d'esprit sur cet aspect-là, et vraiment essayer de donner les clés à nos élèves et nos étudiants pour avoir les capacités à se positionner sur cet objet, transition agroécologique, le croiser avec les questions émanant du numérique, les questions autour du numérique, et vraiment leur donner les clés pour avoir une position, je dirais, éclairée sur la question. Donc après, évidemment, c'est sur les différentes entrées, que ça soit vraiment technologique, sur vraiment d'aborder ces nouvelles technologies, avoir vraiment les bases techniques et scientifiques pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. On est plus sur, malgré tout, l'usage de ce numérique, nous, au niveau de nos formations, que vraiment être des spécialistes par exemple, des techniques d'IA, pour donner juste un exemple, vraiment dans l'usage éclairé. Et derrière aussi aller explorer tous les aspects peut-être plus orientés sur les questions de société, les questions aussi d'évolution du travail dans l'agriculture. Voilà, donc c'est un petit peu nos grands chantiers où plus que d'exposer une vision claire du numérique, c'est de permettre à nos apprenants d'être vraiment armés pour eux avoir les clés pour comprendre plutôt ce que j'expliquais là, cette question des numériques et comment ces numériques peuvent être utilisés, être un levier pour permettre pour participer à ces trajectoires de transition agroécologique que l'on mène actuellement, notamment sur nos exploitations et sur nos ateliers technologiques. Merci Vincent. Alors on va continuer le tour de table et les présentations. Alors je suis le continuum, c'est pas forcément dans l'ordre géographique, le continuum de la formation avec l'enseignement supérieur et donc Véronique Bellon-Morel, directrice de Digitag. Je te laisse te présenter et puis nous présenter Digitag aussi. Merci. Oui. Merci beaucoup Mehdi. Donc Véronique Bellon-Morel, moi je travaille à INRAE, donc on n'est pas un organisme de formation, mais via Digitag on doit donner de la formation puisqu'on a créé une graduate school, et puis j'ai été aussi pendant 6 ans prof à l'agro à Montpellier, donc à l'Institut Agro à Montpellier, où j'étais en charge avec Bruno Tisser de l'option agrotique. Voilà. Et à l'époque on parlait d'agrotique mais pas beaucoup d'agroécologie, donc c'est important aussi de voir l'évolution qui a été faite. Alors Digitag, qu'est-ce que c'est? Donc Digitag, c'est Digital Agriculture en bon français.
agriculture numérique, et c'est un institut convergence. C'est important, ce mot de... Alors, il y a les deux mots qui sont importants, institut et convergence. Institut, alors ce sont des programmes, en fait, financés par l'État, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui France Relance, mais à l'époque, c'était le PIA. Et l'objectif, donc, de ces instituts convergence, il y en a 10 en France, sur des sujets très différents, hein. Ça va de l'agriculture numérique aux migrations, en passant par la santé, data IA, aussi sur l'intelligence artificielle. Mais c'était de créer des collectifs interdisciplinaires. Vous allez réentendre ce mot assez souvent dans mon discours. Donc, s'intéresser à des questions émergentes. Donc là, la question émergente, c'était la numérisation de l'agriculture. Voilà, parce que l'agriculture numérique, en fait, c'est la numérisation de l'agriculture. Donc, cette question émergente de la numérisation de l'agriculture par des approches interdisciplinaires. Et donc, dans ces instituts convergence, donc Digitag existe depuis début 2017 à peu près, hein, donc voilà, on a 7 ans et l'âge de raison. Et on a donc mis en place des dispositifs pour forcer un petit peu cette convergence interdisciplinaire. Donc il y a 3 communautés qui vont être mobilisés dans Digitag. Digitag, c'est 30 labos de recherche, c'est une vingtaine de parcours de master. Et donc les 3 communautés sont les sciences et technologies du numérique et puis de l'information. La deuxième communauté, c'est toute la communauté agro et biologie, enfin, vraiment plutôt agro d'ailleurs que biologie. Et puis la troisième communauté, c'est la communauté autour des SHS, des sciences d'économie et de gestion, sciences humaines et sociales. On a même du droit, en fait. Il y a une unité qui fait du droit et on s'en est servi pour répondre à pas mal de questions sur le droit des données agricoles, à quoi ça répond en termes de droit et de gouvernance. Voilà. Et donc l'objectif... et je pense que ça a été repris dans le PEPR par Claire et puis par Jacques, c'est de pousser aussi à l'interdisciplinarité. Alors c'est pas simple du tout, mais c'est un point qui est important. Et on a parlé d'ouverture d'esprit, c'est vraiment ça qu'on essaie. Alors faire de l'interdisciplinarité, c'est très difficile, ne serait-ce que parce que certaines écoles doctorales, ils sont aussi très réticentes. Les écoles doctorales de type agro ont l'habitude en fait de l'interdisciplinarité, puisqu'il y a agro et numérique, il y a eu de la modélisation qui existe depuis des années, donc elles ont cette aptitude-là et c'est très très bien accepté. On a un peu plus de mal sur les écoles doctorales. Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais bon, en sciences de gestion, c'était, enfin voilà, économie et gestion, c'est plus compliqué à faire admettre. Donc ça, c'est un frein aussi lorsqu'on veut faire des thèses dans lesquelles on va convoquer. Alors, il y a toujours une discipline cible, mais on peut convoquer notre discipline. Et puis, les étudiants aussi peuvent se poser des questions par rapport à ça. Néanmoins, donc alors comment on a forcé entre guillemets cette interdisciplinarité, c'est qu'on fait un petit peu comme vous le faites dans le PEPR, c'est-à-dire qu'on a on demande que 2 labos participent en fait à l'encadrement du doctorat et ça a été mis en place et on a regardé un indice, donc j'encourage aussi à le regarder dans le PEPR, qui est l'indice d'interdisciplinarité. Ça a été discuté par je crois qu'on l'avait trouvé dans Nature et Société. Donc c'est un indice dans lequel on va regarder si les deux encadrants ou les 2 laboratoires viennent de disciplines qui relèvent de la même communauté scientifique. Par exemple, est-ce que ce sont 2 personnes qui viennent de la discipline sciences, économie, gestion, SHS, ou est-ce qu'il y en a une dans cette communauté, puis une autre dans la communauté mathématique, par exemple. Et donc ça, on appelle ça une interdisciplinarité élargie, d'accord ? Et puis vous avez des interdisciplinarités plus simples. Alors lorsqu'elles viennent de la même discipline, c'est simple, et lorsqu'elles viennent de 2 communautés différentes, c'est élargi. Et on a regardé au fil du temps et des campagnes de thèse, puisqu'on a eu 5 campagnes de thèse, comment ça a évolué. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est parti avec
mettons 60% d'interdisciplinarité élargie. Ça veut dire qu'il y avait déjà des liens communautés, et aujourd'hui on est quasiment à 100%. Donc dans la dernière campagne de thèse, parce qu'on force aussi un petit peu ça, c'est-à-dire on leur dit allez aussi voir tel labo, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire aussi dans le PEPR. Donc ça, donc après, l'interdisciplinarité, pour nous, c'est une vraie, c'est un objectif, et c'est quelque chose qui va donner des atouts. Donc on se penche aussi, on demande aussi après aux étudiants ce que cela leur a amené. Une fois qu'ils sont dans le move, c'est-à-dire que si l'école doctorale a accepté le sujet, en gros, et puis l'encadrement, on n'a pas eu de retour négatif de la part des étudiants, et au contraire uniquement des retours positifs. Voilà. Donc on crée aussi des ateliers dans lesquels ils vont bosser ensemble. Donc on fait des ateliers à 5-6 personnes, et on les met ensemble sur un sujet qui va concerner une ou deux disciplines. Par exemple, un des étudiants amène son sujet de thèse, et puis il faut être capable en fait de construire. Alors ça peut donner des idées aux gens du design, mais de construire une présentation de ce sujet de thèse qui sera une présentation web, un petit démonstrateur web, et tous les autres l'encadrent en fait et travaillent avec lui, et donc on a des collaborations avec des points de vue différents, et c'est assez puissant. Voilà. Et on a engagé un postdoc aussi qui a commencé en janvier, et qui va étudier comment l'interdisciplinarité a été construite, et comment elle a été, qu'est-ce que ça a eu comme effet transformant en fait sur les étudiants et sur nous, parce que c'est ça aussi, nous les chercheurs et nous les enseignants. Voilà. Donc aujourd'hui dans Agrotique, je suis ravie de dire qu'il y a des cours de droit des données qui n'existaient pas quand j'y étais, grâce à ça. Et peut-être demain il y aura du design aussi. Voilà, puisque Justine qui a exposé, elle sera dans ce groupe, et donc j'espère bien qu'elle va aussi porter cette science-là. Voilà sur ce que je voulais dire sur ces aspects d'interdisciplinarité, et qui sont un peu nouveaux en fait dans l'enseignement supérieur. D'accord. Merci beaucoup Véronique. Donc on va poursuivre notre tour de table et parcours de formation jusqu'au monde professionnel avec Béatrice Dingli, directrice de Vivea, donc qui est un fonds de financement pour accompagner la formation chez les exploitants agricoles. Et donc, Béatrice, je te laisse te présenter. Merci. Ça marche. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Hier, les travaux étaient très intéressants. Donc moi, je représente en fait la finalité de vos recherches, je dirais, l'application sur le terrain pour les chefs d'exploitation. Peut-être en quelques mots vous présenter donc Vivea, c'est le fonds d'assurance formation des chefs d'exploitation. Donc on cotise tous à la formation professionnelle. Vous également, en tant que salarié, c'est votre entreprise qui cotise dans un OPCO, et pour financer vos formations professionnelles. Et les chefs d'entreprise, qu'ils soient commerçants, artisans, agriculteurs, cotisent aussi. Donc en moyenne, ils cotisent 100 € par an. Je rentrerai pas dans les détails du calcul de la cotisation. Et donc nous pouvons financer leur formation. On a un montant de 3 000 € par personne et par an. Ce qui est quand même assez intéressant. Nous collectons, donc ce sont des fonds privés, mais une fois mutualisés, ça devient des fonds publics. Donc on finance environ entre 52 et 55 millions d'euros chaque année pour 434 000 chefs d'exploitation. Donc les chefs d'exploitation se forment. On souhaiterait augmenter le taux d'accès, il est environ de 22% aujourd'hui. Et on sait qu'on a une rotation à peu près de 50% de nouveaux agriculteurs qui viennent se former tous les 3 ans. Alors nouveaux ou c'est des anciens, mais souvent on pense que ce sont toujours les mêmes qui se forment, et il n'en est pas du tout question. On a regardé donc dans nos bases, donc 50%, on a un taux de renouvellement de 50%, ce qui est quand même bien, et on peut dire que les agriculteurs
français se forment. On est les seuls, je dirais, le seul État membre à avoir ce système finalement de fonds d'assurance formation et d'opérateurs de compétences pour les salariés au niveau européen. Et donc, on a la chance de bénéficier finalement de fonds, hein, même si c'est eux-mêmes qui cotisent, mais le fait de mutualiser, ça leur donne une enveloppe assez intéressante tous les ans pour pouvoir se former. On travaille bien entendu avec nos organisations professionnelles agricoles que vous connaissez tous, hein, ce sont donc qui sont constitutives de Vivea, les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles majoritaires, donc il y en a 4, et puis la coopération, mutualité sociale agricole, et puis le crédit agricole, alors qui n'intervient pas vraiment dans les programmes, hein, ou dans les orientations, ce sont plutôt les organisations que vous connaissez, chambres, et puis les syndicats agricoles qui vont nous guider finalement et nous permettre de travailler sur l'offre future de formation à développer. Donc, nous ne sommes pas organismes de formation, il y a bien un distinguo entre le financeur et l'organisme de formation. Par contre, la mission de Vivea et de ses 66 collaborateurs, c'est d'une part de financer, mais je dirais que c'est un prérequis dès lors qu'on a l'argent, il y a pas de problème, mais c'est surtout de développer l'offre de formation, de la guider en fonction des 4 à 5 années qui viennent et les orientations politiques. Donc on travaille, on fait de la prospective, on travaille aussi avec le ministère, hein, sur la prospective, mais aussi avec les instituts, avec différentes organisations pour définir en fait quelles seront les compétences des agriculteurs à 4-5 ans et quelle formation on doit développer. Et à partir de là, on va frapper à la porte des organismes de formation qui sont essentiellement des organismes de formation du milieu agricole. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des formations, des organismes qui viennent du monde de l'artisanat ou du monde du commerce. Donc c'est essentiellement les chambres d'agriculture, les centres de gestion, des associations comme les Ardéar, les CIVAM, etc., que vous connaissez, et qui sont dans l'accompagnement, je dirais, des agriculteurs, aussi bien en conseil qu'en formation. L'objectif, c'est vraiment de mailler le conseil et la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de participer à vos journées parce qu'on cherche depuis, je dirais, de nombreuses dizaines d'années à faire le lien entre la recherche, le développement et la formation. Finalement, c'est un cycle et il faut avoir cette vision finale de l'agriculteur. Qu'est-ce qu'on va faire en fait avec lui et comment on va l'aider à progresser sur son exploitation de manière à, je dirais, le rendre compétitif, dégager de la valeur ajoutée avec lui et le conforter aussi dans ses prises de décision. Voilà globalement le métier de Vivea et nos enjeux et nos objectifs au quotidien et pour le futur. Merci Béatrice. On reviendra plus spécifiquement sur le volet numérique et en quoi cette thématique, alors croisée ou non avec l'agroécologie, souvent sans doute croisée, intervient aussi dans les demandes et puis dans les capacités à former les agriculteurs finalement sur ces enjeux du numérique et de l'agroécologie. Je vais revenir vers Vincent peut-être pour approfondir avec toi les spécificités de l'enseignement technique. Tu as dit tout à l'heure que l'agroécologie, bon, c'est un sujet qui est déjà maintenant bien inscrit dans les formations dans les lycées, qui a eu des plans enseigner à produire autrement, ça date de plus de 20 ans, enfin quasiment 20 ans, tu évoquais. Où est-ce qu'on en est sur le volet du numérique? Est-ce qu'il y a des changements de pratique? Est-ce qu'il y a encore du travail sans doute? Est-ce que tu peux aussi nous développer quelques illustrations de projets de formation qui sont en cours de construction et développés dans les dispositifs, notamment les dispositifs France 2030. Là, on évoquait compétences et métiers d'avenir, qui sont des dispositifs qui peuvent aussi et qui doivent aider à construire des programmes de formation. Oui, alors, si je reprends un petit peu les différents points dont tu parlais, sur la partie le plan enseigner à produire autrement, voilà, effectivement, ça va. On arrive presque à 20 ans là, de travail depuis son lancement. On va dire qu'aujourd'hui,
très clairement, quand on prend les programmes, les référentiels de formation dans l'enseignement agricole, la question de la transition agroécologique y est intégrée maintenant et depuis un moment complètement. Ce qui veut dire aussi au niveau des équipes pédagogiques, tout un travail qui a été fait et qui est encore en cours, où je dirais aujourd'hui on est en phase un peu de massification sur cette question de la transition, dans le sens où peut-être qu'au démarrage, quand on parlait de transition agroécologique, c'était l'apanage en gros des profs techniques. Agronomie, zootechnie en premier lieu. Aujourd'hui, très clairement, et notamment c'est aussi par l'évolution un petit peu de l'approche de nos programmes, de nos référentiels, notamment avec ce qu'on appelle l'approche capacitaire, parler d'interdisciplinarité, là on en est en plein et on est dans ce grand chantier aujourd'hui-là, qu'en gros, cette question de l'agroécologie, des transitions dans nos formations ne soit plus abordée que par les enseignants techniques et en gros spécialistes de la question, mais que ça soit bien un projet de formation et en gros un projet d'équipe et que ça soit aussi un sujet de travail pour les profs de matière générale, que ce soit français, voilà, n'importe lequel. Et notamment, on a dans l'enseignement agricole une matière un petit peu spécial par rapport à ce qu'on trouve dans l'éducation nationale, qui est l'ESC, l'éducation socio-culturelle, qui peut être aussi un très bon levier activé pour travailler sur l'agroécologique et aussi sur les questions autour du numérique. Voilà, donc ça c'est sur la question de l'agroécologie, on pourra creuser plus si jamais. Maintenant, aujourd'hui arrive effectivement la question du numérique professionnel, donc du numérique dans l'agriculture. On va dire, ça fait quelques années maintenant, on va dire 2-3 ans, qu'il y a une grande phase de rénovation de ces référentiels, où justement cette question du numérique arrive en plein. Intègre totalement. Il y a quelque chose de très révélateur dans cette arrivée dans les référentiels, c'est que notamment les enseignants et la matière maths informatique, donc la matière informatique, elle était entre guillemets considérée jusqu'ici dans le champ des matières générales, ça devient un champ professionnel. Ce qui est aussi un gros challenge entre guillemets pour les enseignants qui font ces matières-là, parce que ça demande d'aborder ces questions du numérique avec un angle quand même différent. Donc nous, par rapport à cette question du numérique, on est un petit peu dans une période où il y a un véritable changement autour de ça. Et évidemment, puisqu'on parlait d'interdisciplinarité, la question c'est derrière de faire du croisement entre ces différents thèmes, agroécologie et numérique. Et nous, dans l'enseignement agricole, la question de la pluridisciplinarité, on la connaît depuis longtemps, puisque en particulier, depuis des années et des années, on a un volume horaire dans les grilles d'organisation de nos formations où on fait cette c'est-à-dire qu'on met en face des élèves plusieurs enseignants en même temps pour travailler sur des thèmes et sur les croisements de thèmes et pour être un peu moins dans des matières entre guillemets silos. Et donc ça, on essaye, et notamment avec cette approche capacitaire, de le développer encore plus. Alors après, du coup, la question du numérique, c'est quelque chose que l'on intègre dans les formations et que du coup, il faut développer aussi dans nos lycées en termes de support et en termes de aussi, je dirais qu'actuellement du coup il y a un gros travail d'appropriation par les équipes de ce qu'est le numérique, les numériques dans le monde de l'agriculture et de comment on l'intègre aussi dans des projets dans des approches pédagogiques qui sont plus de l'ordre du projet que vraiment du cours, on va dire, traditionnel, magistral, et avec cette entrée pluridisciplinaire. Donc ça demande quand même un gros travail par rapport à ce que traditionnellement on pouvait faire dans nos formations. Et je pense que du coup ce travail il va se faire, on va dire, pas, mais ça demande un temps aussi de maturation et on en est en plein. Et puis derrière, il faut aussi faire évoluer du coup nos formations, puisque derrière ce numérique, il y a quand même de nouvelles compétences, il y a de nouveaux usages et il faut s'adapter effectivement. Et là, actuellement, il y a pas mal d'initiatives chez nous où du coup, notamment, on travaille à intégrer les lycées dans des démarches type AMI-CMA, donc sur des projets compétences et métiers d'avenir, qui permettent aussi, du coup, par exemple, de répondre à certains enjeux. Les enjeux, par exemple, de formation des enseignants et formateurs
à ces nouvelles compétences. Là, par exemple, le campus des métiers et des qualifications de Vesoul, où un des acteurs principaux est le lycée agricole de Vesoul, et a déposé un projet CMA pour travailler justement sur les nouvelles compétences que doivent acquérir les formateurs d'agroéquipement par rapport à l'évolution technologique des agroéquipements, ne serait-ce que les tracteurs. Hein. Et voilà. Et puis pour aller plus loin après, derrière, dans les thématiques. Mais voilà, donc il y a des initiatives qui se mettent en place justement pour avoir un appareil pour former déjà les équipes en place aux évolutions technologiques autour de ces problématiques-là. Et puis, il y a un autre projet en cours. Alors là, le territoire d'expérimentation, c'est l'Occitanie, où il y a un autre projet aussi CMA, compétences et métiers d'avenir, autour là de plus orienté sur l'usage, les nouveaux usages du numérique, et alors également qui concerne aussi la thématique de l'agrivoltaïsme. C'est pas que le numérique, c'est le numérique et l'agrivoltaïsme, où justement il y a un consortium très large qui implique notamment 5 EPL, 5 établissements de la région Occitanie, qui est porté par le lycée agricole d'Onde. Alors le projet il s'appelle FAN, où là est l'idée justement de travailler sur la mise en place de modules de formation ou carrément de nouvelles formations sur ces questions du numérique agricole. Donc là, c'est un projet qui démarre et le but est d'explorer justement vraiment les besoins en termes, pareil, de formation continue des enseignants et des formateurs, et en termes de besoins sur les territoires de formation longue ou courte sur des sujets très précis. Et puis aussi, derrière ces projets-là, il y a aussi la question de l'attractivité de nos métiers qui est prise en charge, ou justement, comment interroger le numérique par rapport à ces questions de l'évolution du travail, je disais tout à l'heure, et comment on peut travailler par là, déjà à l'attractivité de nos formations et par rapport au recrutement de nos établissements, et puis aux futurs besoins de main-d'œuvre qu'il y aura dans le monde agricole demain par rapport à l'arrivée de ce numérique. Merci Vincent. Justement, on va parler du monde agricole et sur le volet des exploitants et des formateurs des exploitants agricoles avec Béatrice, revenir sur ces enjeux d'attractivité, de renouvellement des générations, mais aussi du numérique. Comment aujourd'hui, où en est-on? Quelle est la situation par rapport à la formation professionnelle sur les enjeux du numérique et de la numérisation de l'agriculture? Alors, vous m'entendez? Oui. Donc, sur les enjeux du numérique, alors d'une part, pour les agriculteurs, on a fait une étude il y a 2 ans et demi, pour essayer de déterminer les compétences, en fait, des chefs d'exploitation, donc au regard du numérique. Donc, on a 4 grandes compétences, en fait, qu'on a détectées. Hein. D'une part, pour les agriculteurs qui sont déjà embarqués sur des outils numériques, puisqu'il y a quand même des agriculteurs qui travaillent depuis un certain temps avec les outils numériques. Donc ceux-là, ce qu'ils demandent et leurs besoins, c'est plutôt l'utilisation et l'analyse des données. Ils savent utiliser le matériel, ils voudraient aller un peu plus loin dans la fonctionnalité des matériels, parce que un outil numérique, on peut surfer sur l'utilisation de l'outil, et puis on peut aller plus loin, parce qu'il y a toujours des fonctionnalités plus avancées, donc ça c'est leur demande. Et également au regard des données qui sont captées par ces outils, c'est comment je les interprète, lesquelles je choisis, parce qu'il y en a des multiples, donc c'est les aider dans finalement qu'est-ce qu'ils ont besoin sur l'exploitation pour piloter l'exploitation. Donc comment ils vont sélectionner les données, les interpréter. Donc ça c'est un vrai besoin pour eux et je pense que c'est essentiel. C'est pas juste l'utilisation de l'outil. Ça c'est pour ceux qui sont avancés. Ensuite, on a des agriculteurs qui réfléchissent à leur stratégie numérique. Donc, ils ne se sont pas forcément encore équipés d'outils numériques. En tous les cas, ils réfléchissent sur leur stratégie au sein de leur exploitation. On n'est pas du tout sur l'utilisation des nouvelles technologies. On est sur le déploiement de solutions digitales. Donc, c'est vraiment le stade
on parle et puis sur lequel on échange aujourd'hui. Donc là, ceux-là, on a besoin finalement, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin également de faire le tri, parce qu'il y a énormément de solutions aujourd'hui digitales dans le paysage, il y a beaucoup de commerçants, de fournisseurs, et finalement, il faut les doter de compétences pour pouvoir déjà savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent se doter d'outils numériques pour réduire leur temps de travail? Est-ce que c'est pour réduire la pénibilité de leur travail? Est-ce que c'est pour diminuer les temps d'astreinte? Donc il faut qu'ils soient clairs aussi avec leur stratégie. Et à partir de là, ça va les guider dans leur choix, en fait, leur choix d'outils. Et ils vont être capables finalement de décrire, de détailler un cahier des charges pour passer une commande à un fournisseur. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une profusion d'acteurs sur le marché. Il y a des startups, il y a des fournisseurs de matériel. Hein, et finalement, les agriculteurs sont un peu frileux ou peuvent émettre, je dirais, quelques freins. Parce que d'une part, les outils il n'y a pas d'interopérabilité entre les outils, donc il faut qu'ils ressaisissent dans de nombreux outils des données qu'ils ont déjà enregistrées ailleurs. Donc là, il y a un travail, je pense, à faire sur l'interopérabilité des données, enfin de l'enregistrement des données. Et puis, ils ont aussi peur que à 2-3 ans, finalement, le fournisseur disparaisse. Ils ont investi quand même quelques milliers d'euros. Donc, je pense que d'ici quelques années, le marché va aussi se resserrer. Peut-être qu'on va voir aussi arriver des géants comme Google, etc. En tous les cas, on a intérêt à s'y préparer parce que l'agriculture, c'est aussi un marché pour ces opérateurs-là. Donc ça, c'est un frein peut-être aussi pour les agriculteurs, mais déjà pour cela, la compétence, c'est quelle stratégie numérique sur mon exploitation et pour en faire quoi? C'est-à-dire, c'est pas juste je vais me doter d'outils numériques, c'est toujours en relation avec la création de valeur, avec dégager des marges, être meilleur dans sa conduite d'exploitation. On a ensuite des agriculteurs un petit peu géo-trouve-tout, donc ceux-là, bon, ils bricolent un peu, et notamment on travaille avec Véronique en Occitanie sur des labs. Et notamment, c'est des agriculteurs qui sont prêts à se construire des capteurs. Donc, il faut d'abord qu'ils comprennent comment ça marche. Et c'est des petites choses. C'est par exemple un miroir qui va être embarqué sur des champs ou autre pour surveiller son troupeau à partir de son ordinateur. Ça évite de faire des allers-retours des kilomètres avec sa camionnette ou son quad. Voilà, c'est des petites solutions, mais qui peuvent aussi. Alors, c'est vraiment, vous voyez, la différence entre le pilotage de l'exploitation et puis l'outil qui va finalement me faire gagner du temps, me rassurer aussi, je sais où sont mes vaches, voilà, ça c'est le jeu trouve tout. Et puis après, quatrième catégorie d'agriculteurs, c'est ceux qui sont je dirais vraiment timides. Alors il y a ceux qui refusent le numérique, mais c'est par conception et philosophie, et ça on le voit avec notamment des personnes qui arrivent dans le métier d'agriculteur, qui s'installent, qui ont déjà eu une première partie de carrière où ils pouvaient être dans des grosses boîtes d'informatique sur Paris, etc. Et pour avoir discuté avec eux, ils veulent absolument pas d'informatique sur leurs exploitations. Donc ceux-là, bon, voilà, c'est un public, finalement, je ne sais pas comment ils feront à terme, mais c'est leur philosophie pour l'instant. Et puis, il y a des agriculteurs qui sont trop éloignés du monde numérique. Et de toute façon, on sait qu'on va avoir ces 100 000 agriculteurs à peu près, qui seront en âge de prendre la retraite dans les 4-5 ans qui viennent. Et c'est sûrement ceux-là, de toute façon, qui vont quitter le monde agricole parce qu'ils vont prendre leur retraite. Voilà un peu les différentes compétences qu'on a listées. Donc ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les organismes de formation, on lance des appels à projets, des appels à projets spécifiques pour répondre à ces différents types de compétences. Alors c'est plutôt les 3 premières, parce que les autres, inutile d'y aller, voilà, ils viendront pas, donc on va pas s'efforcer de leur demander d'y aller. Pour faire le lien avec l'agroécologie et le numérique, les agriculteurs se sont formés et continuent à se former sur l'agroécologie. On a démarré les programmes d'ailleurs avec l'INRAE, puisqu'on avait formé des formateurs. Alors,
on les finançait pas, c'était l'autre fonds des salariés agricoles qui finançait les formateurs. En 2010, en fait, qu'on a commencé à travailler sur l'agroécologie. Et c'est vrai qu'au début, on a eu finalement les pionniers, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà, qui cherchaient des solutions sur leur parcelle, qui avaient déjà commencé les TCS, qui avaient commencé à travailler sur la réduction d'intrants. Ils étaient en groupe de développement, parce que les formations agricoles se font toujours en collectif. On a 90% des formations qui se font en collectif, et je pense que justement, quand on travaille sur des transitions, c'est important parce que le groupe, il permet en fait de réassurer l'individu. Et on voit bien la transition agroécologique, c'est pas, il n'y a pas de solution toujours sûre, fiable, certaine. Donc c'est le fait que le groupe se retrouve. S'il y a eu des échecs, ils s'encouragent aussi à pas abandonner et finalement à continuer. Ils se soutiennent. Et le formateur, c'est un expert, mais il fait surtout échanger entre pairs. C'est le rôle du formateur aujourd'hui en formation continue. Voilà, on fait travailler les gens ensemble, on les fait discuter et on va plus loin. Donc la transition écologique, moi de mon point de vue, c'est bien embarqué. Pour vous dire, on finance à peu près 173 000 personnes chaque année. Donc c'est des chefs d'exploitation qui viennent en formation sur les 434 000. Donc c'est quand même pas mal. Et sur ces 173 000 stagiaires, on en a 45 000 qui se forment sur l'agroécologie et le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que depuis à peu près 4 ans, les deux thématiques sont communes. C'est-à-dire l'agroécologie sert l'adaptation au changement climatique. Et tous les appels d'offres spécifiques que l'on écrit et qui orientent finalement l'offre de formation, les deux sont liés. Alors qu'en 2010, on n'était vraiment que sur l'agroécologie qu'on pouvait aussi appeler multiperformance. Parce que, voilà, je suis assez franche, mais il y a certains élus agricoles qui ne souhaitaient pas entendre parler d'agroécologie, donc ils vous avaient appelé ça multiperformance, mais tant mieux, parce que l'économique rentre dedans, et l'agroécologie, c'est ça aussi. C'est bien sûr, il y a la modification des pratiques, mais il y a combien ça coûte et qu'est-ce que ça va me rapporter. Et ça, c'est toujours la question économique, elle est au cœur finalement de ces transitions. Donc il ne faut pas avoir peur d'en parler, et il faut être capable de montrer à l'agriculteur combien ça va lui rapporter, même si on sait que les 5 premières années, ça ne va pas lui rapporter, parce qu'il faut le temps que finalement la pratique et le terrain aussi acceptent finalement ces modifications et que les rendements remontent. L'élevage, c'est pareil, le troupeau, on va d'abord avoir une chute de rendement, et puis après, on va reconstruire une courbe à la hausse et des charges qui vont être moindres. Donc tout ça, c'est expliqué en formation. Alors sur les compétences des formateurs, voilà, on en a parlé aussi avec Vincent. Oui, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire, en agroécologie, on a ce qu'il faut aujourd'hui. Bon, ça fait quand même, comme tu l'as dit, depuis les années 2010. Donc, il y a des formateurs. Changement climatique, on a des formateurs depuis à peu près 2015-2016. On a travaillé avec l'ADEME. Les premiers formateurs, c'était difficile aussi d'avoir des formateurs sur le changement climatique. Et là, sur le numérique, on remet voilà, le sujet à l'honneur, mais je dirais que le numérique, il est au service des transitions. Donc c'est bien aussi de toujours le coupler à de la transition écologique, au changement climatique, parce que finalement, ça permet à l'agriculteur de mesurer ce qu'il fait. Et là, aujourd'hui, en termes de formation, on est à peu près à 1000 personnes donc, qui se forment par an, depuis 3 ans, avec en 2024, 1000 personnes sur le premier mois de janvier. Donc, ça veut dire, c'est long. Il faut, voilà, on est aussi en avance par rapport à la thématique. Il faut accepter aussi un temps de latence, de convaincre, d'argumenter et de dire, avec le numérique, vous allez mieux gérer votre exploitation. Pour l'instant, les formations qu'on a, c'est surtout, alors j'ai sorti des titres, on est plutôt sur l'optimisation de l'utilisation du logiciel des robots de traite en élevage, tout ce qui est monitoring aussi. Donc voilà, ça c'est pour l'élevage. Et puis sur les grandes cultures, bon hier on l'a dit, c'est plutôt les élevages bovins-lait, grandes cultures et le maraîchage qui part sur le numérique. Les arbous ils sont moins, bon ça viendra, mais ils sont moins avancés. Et sur tout ce qui est grande culture, on est plutôt sur la réduction des intrants.
de la gestion intraparcellaire. Voilà, donc on est vraiment sur de l'agriculture de précision. On va sûrement aller plus loin. L'étude qu'on avait faite montrait que ça serait intéressant, et peut-être ça pourrait être l'objet d'un de vos projets, d'avoir peut-être des outils qui seraient plus généraux et qui permettraient à l'agriculteur finalement de l'aider à piloter l'ensemble de son exploitation. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est par secteur d'activité. Donc on a le secteur d'activité de l'élevage, après on a des outils pour les grandes cultures, voilà. Mais celui qui est en polyculture élevage, il a peut-être besoin d'un outil qui lui permette aussi de réfléchir au pilotage global de son exploitation. Voilà, puis après il y a des formations sur les drones, sur la traçabilité, l'e-commerce aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tous les agriculteurs qui font de la vente en direct, ils sont aussi sur des outils d'e-commerce, des plateformes, etc. Donc le numérique est vraiment, je dirais que c'est la 3e révolution agricole. Et ça prend son ampleur, même si c'est là depuis 80 quand même, avec la cartographie, etc. Mais ça monte en puissance comme un outil complémentaire pour le pilotage de l'exploitation. Merci Béatrice pour ce tour d'horizon très, très complet. Alors c'était le volet utilisation des technologies par les agriculteurs, et effectivement on voit que c'est un sujet qui monte en puissance, même si c'est encore très, très limité, puisque 1000 formations sur 173 000 l'année dernière, on voit que ça augmente et ça reste encore... voilà, il y a du chemin encore à parcourir. Alors ça c'était pour le volet des utilisateurs finaux des technologies en agriculture, mais ceux qui les construisent ou qui les préparent en tout cas pour l'avenir, c'est la recherche. Je reviens vers Véronique pour revoir avec toi les enjeux finalement dans ce secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a aussi sans doute des enjeux d'attractivité sur ce lien entre numérique et agroécologie que je te laisse développer. Oui, merci Mehdi. Juste, je vais rebondir sur la dernière phrase de Béatrice. En fait, le numérique, ça existe depuis les années 80. C'est vrai, mais le rebond là, de la numérisation de l'agriculture, c'est depuis les années 2010-2015, avec la multiplication des sources de données, les smartphones aussi qui ont bondi partout, les nouvelles constellations de satellites, voilà. Donc il y a eu ces deux âges en fait du numérique, au départ avec uniquement ce qui était la cartographie, oui. Et la cartographie satellitaire, voilà, le PC, la cartographie satellitaire. Et puis, depuis le milieu des années 2010, tout ce qui vont être les objets connectés, en fait, qui vont multiplier les sources de données. Et c'est pour ça qu'il devient aussi plus accessible à tous. Voilà. Alors, comment, dans les écoles d'ingénieurs dans l'ESR, on aborde ça? Bon, force est de constater déjà que dans nos écoles d'agronomie, donc je vous l'ai dit, j'ai été enseignante dans cette option agrotique, et c'était dans les années avant 2010, puisque j'ai quitté l'agro en 2010, et donc là on avait entre 10 et 15 étudiants par an, et dont 15% de filles, ça veut dire que, vous voyez, comme Cobluche, j'ai pas trouvé la virgule, ça veut dire que c'était entre une et deux filles. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que dans les écoles d'ingénieurs agro, il y a beaucoup de filles. Voilà, donc on avait une attractivité extrêmement faible, en fait, sur le sujet. Donc nous dans Digitag on a mis en place aussi un système qui est plus large, puisqu'il dépasse l'agro. Il y a l'université de Montpellier, il y a le CIRAD, l'INRIA, et puis l'Institut Agro également, et INRAE, pour de manière très modeste, mais essayer de faire découvrir aussi aux filles, mais c'est à des filles de 3e, donc on fait des stages, c'est Digifilles, pour leur faire découvrir le numérique, puisque vous savez que les métiers du numérique, on souffre d'un déficit de vocation féminine. Je crois qu'on est à
15% à peu près c'est ça, merci Jacques, voilà, d'ingénieurs femmes en fait dans ces domaines-là. Donc pour les écoles d'agro, c'est pas simple. L'arrivée des data science a un petit peu rééquilibré les choses, puisque traditionnellement en statistique, là, on retrouvait des filles. Donc le fait que maintenant on mixe agriculture numérique, data science, en fait, ça va redonner un petit peu de couleur à la présence des filles. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Étant donné la démographie de nos écoles, l'attractivité du numérique. Et après, il y a l'attractivité du numérique aussi en soi, chez des personnes qui sont venues avec des grands idéaux, pour certains, enfin pour la plupart, voilà, et qui peuvent aussi un peu rejeter le numérique. Donc il faut faire attention à cette tendance à la technophobie. Hein. Donc, moi, je suis bien d'accord sur le fait qu'il ne faut pas aller vers le technosolutionnisme, etc. Mais quelquefois, il faut qu'on arrive à créer des espaces de dialogue, y compris avec certains de nos collègues chercheurs, soit en sciences agronomiques, soit en sciences humaines et sociales. Donc, moi, je pense que dans Digitag, à force d'être ensemble et puis d'échanger, on est arrivé justement, nous les technologues, à se dire oula, mais il faut peut-être qu'on fasse différemment. Donc, chez nous, et je vous dirai pourquoi, ça a eu des impacts en fait sur ce qu'on développe en termes de recherche et ce qu'on enseigne aussi avec nos collègues d'Agrotique. Et puis, à l'inverse, c'est important aussi que justement les agronomes ne se disent pas la transition agroécologique, c'est forcément uniquement de l'agro et de la bio. Et il faut utiliser le levier. Alors, je suis complètement d'accord, hein, il faut que le numérique serve. C'est pas une fin en soi, ça doit servir cette transition. Néanmoins, la transition numérique, elle est là en agriculture. Donc, si on la laisse se développer n'importe comment, il y a peu de chances pour qu'in fine, elle serve correctement cette transition. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ce PEPR. Comment on arrive à les coupler. Et donc, dans l'enseignement, c'est d'abord convaincre les enseignants et des deux côtés, à la fois les enseignants, je dirais, des sciences technologiques, qu'il faut aussi intégrer des aspects de sciences humaines et sociales, et je vais y revenir. Et puis les enseignants en agro, que le numérique, ça peut être aussi un levier parmi d'autres, hein, à la transition. Alors après, les futurs concepteurs de ces technologies ou les accompagnants en fait de ces technologies, ils sortent pas seulement des écoles d'agro. Il y en a aussi qui peuvent sortir des écoles plutôt d'informatique et là c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et alors c'est assez rigolo parce qu'on a un regard aussi sur ce qui se passe en Afrique. Et en fait, en France, on s'aperçoit qu'il y a une très grosse concurrence de l'aéronautique, de la médecine. Donc déjà, on sait qu'on ne forme pas assez d'ingénieurs, on ne forme pas assez de data scientists, voilà. Et en plus, il y a la conférence de domaines qui sont extrêmement attractifs par rapport à l'agriculture. Qui n'a pas encore changé son image, hein, hélas. Donc médecine, aéronautique et puis automobile. Et ça, on le sait parce que, par exemple, à Montpellier, il y a un master qui est informatique embarquée, qui se fait en alternance. Et ça fait 3 ans qu'on les a mis en relation avec Axema, qui est le syndicat des machines agricoles, qui ont des sujets à proposer, et on n'arrive pas finalement à réorienter une partie de cette vingtaine d'élèves vers des technologies agricoles. Il y a aussi des questions, je pense, de positionnement géographique, hein, sachant que le secteur de la machine agricole, c'est autour de, c'est le nord-ouest de la France, et c'est sûr qu'à Montpellier, peut-être que les jeunes ne sont pas aussi intéressés, alors que l'aéronautique, il y en a à côté. Voilà, mais il y a cette question de concurrence. Lorsqu'on présente l'agriculture comme un nouveau secteur à investir à des jeunes qui sortent des formations de sciences et technologies du numérique, ils sont relativement peu attirés. Et puis, donc le point, moi, qui me semble vraiment important sur ces formations de jeunes, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est quand même... alors, partout, on dit que de toute façon, les ingénieurs, il faut les former plus au SHS. Voilà.
Et sur le numérique, ça va être incontournable. Et pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que le numérique, ça transforme pas seulement un process, d'accord? Et certes, on va gagner un petit peu en fertilisant, on va gagner en eau, on va gagner peut-être on va économiser du carburant, mais en fait, les premiers outils numériques qui ont été utilisés, vous savez ce que c'était, enfin, qui sont le plus largement déployés, c'est quoi? Vas-y. C'est le GPS. Voilà, c'est l'aide à la conduite des tracteurs. Et ça, si on regarde d'un point de vue économique, retour sur investissement, zéro. Enfin, maintenant, Arvalis a trouvé qu'il y avait, voilà, parce que quand on sème droit, bon, on évite des superpositions. Donc, mais les gens se sont équipés avant d'avoir la moindre notion du retour sur investissement. Et donc, c'était pas un driver économique qui a fait qu'il y a eu cet équipement massif, mais c'était plutôt le confort. Et donc, le numérique, ça va beaucoup changer le travail. Et ça, je ne suis pas sûre que nous, ingénieurs, en soient vraiment formés sur cette dimension-là. Donc, dans l'INDA, on travaille aussi avec des ergonomes. La semaine dernière, il y avait un séminaire, la fabrique de l'ergonomie, où ça a été redit. Là, il y avait aussi des présentations sur l'intelligence artificielle et le travail, comment l'intelligence artificielle va changer le travail. Et nous, avec nos outils numériques, on va changer le travail. Et très souvent, on va s'apercevoir que c'est parce que ça change le travail que les outils vont être achetés. C'est pas seulement parce que ça permet de gagner des euros, mais alors pourquoi? Donc le deuxième, c'est le robot de traite après le GPS. Voilà, les caméras dans les salles, enfin partout. Et donc ça facilite les choses, ça donne du confort. Donc le robot de traite, ça diminue l'astreinte, ça permet une agentivité, enfin d'agencer son temps de travail. Voilà. Et donc tout à l'heure tu as cité Occitane Matrice. On va travailler aussi là-dessus, sur l'évaluation des valeurs, en fait, lorsque vous mettez du numérique dans un process, ça va transformer ce process. Est-ce que ce process, il va être mieux d'un point de vue économique? Est-ce qu'il va être mieux ou moins bien? Quels sont les coûts et bénéfices, en fait, de cette transformation d'un point de vue économique, environnemental et puis social du point de vue de l'utilisateur? Et ça, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune méthode aujourd'hui pour évaluer comment le numérique transformait un utilisateur. Voilà. Donc il a fallu qu'on aille chercher dans différentes disciplines. Donc il y a l'ergonomie qui a été convoquée, les sciences de gestion, enfin voilà, la sociologie, pour arriver déjà à voir quelles étaient les valeurs derrière la transformation de la pratique par le numérique. Voilà. Donc le fait, alors une fois de plus, on va former des ingénieurs. Donc hier on a eu une très intéressante présentation sur la low-techisation. Il n'y a pas que ça en fait. Il y a vraiment cette question de remettre l'utilisateur au centre en fait de ce développement. Donc je pense que les jeunes ingénieurs, il faut absolument qu'ils aient cela en tête. Alors, bien sûr, il y a le UX design, etc. Mais c'est pas seulement l'interface machine qu'il faut regarder, c'est comment, plus généralement, ça change l'organisation. Voilà. Donc, ce premier point, donc on va changer l'organisation de la ferme. Et le numérique, c'est aussi, c'est assez puissant. J'écoutais quand tu parlais de la troisième révolution. Ça va au-delà des révolutions agricoles. Alors, bien entendu, la mécanisation, ça a complètement changé le travail, puis l'organisation des parcelles, etc. Et on va produire aussi de la donnée. On va produire quelque chose de nouveau. En fait, lorsque moi, je regarde un peu, d'abord aux agriculteurs, on leur a demandé de produire de la biomasse. Bon, depuis quelques années, on leur demande de produire des services écosystémiques qu'on paye plus ou moins, plutôt moins que plus. Voilà. Et aujourd'hui, ils vont être en capacité de produire de la donnée.
Et finalement, alors il y a des gens qui veulent se jeter dessus, mais derrière, on n'offre pas de perspective non plus aux agriculteurs sur la valorisation de cette donnée. Et une fois de plus, qui peut être une valorisation pécuniaire ou une valorisation en termes de plus d'informations sur leur ferme. Voilà. Donc je crois que c'est ça aussi la beauté du numérique, c'est qu'on va produire autre chose et qui va servir aussi l'agroécologie, puisque on pourrait s'en servir. L'agroécologie, c'est une agronomie, alors ça je le dis, il faut vraiment enfoncer ce clou, c'est une agronomie qui est située, donc qui va être différente dans tous les contextes pédoclimatiques et même économiques qui vont être différents, et donc il va falloir qu'on crée de la connaissance également située. Voilà, d'où l'importance autour de l'innovation technologique. On va former des ingénieurs à l'innovation technologique. Il faut aussi qu'on forme des personnes et que ces ingénieurs-là comprennent que l'innovation, elle va être accompagnée d'innovation organisationnelle, d'innovation économique, voire d'innovation politique. On a commencé à en parler aussi. Merci Véronique, merci aussi aux autres intervenants. L'heure étant largement écoulée, on a le temps tout de même de prendre des questions. Donc voilà, on va faire passer le micro. On a le droit à 2 questions. Bonjour, je suis Nicolas Maurice, un doctorant qui travaille sur l'assemblage métagénique des sols et de la rhizosphère. Et je voulais poser une question sur l'éthique de faciliter certains types d'agriculture, soit par l'innovation, soit par la formation. Je pense notamment à l'élevage, et spécifiquement l'élevage de vaches, et tous les impacts environnementaux que ça peut avoir. Est-ce qu'il faut vraiment partir sur toutes ces machines de traite pour rendre ce type de culture plus profitable et du coup l'amplifier? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, qui veut répondre? Moi, je veux bien. Tu as déjà fait la traite? Bon, va la faire pendant un mois, puis on en reparlera. Donc en fait, non mais moi je l'ai faite. Les robots, je sais plus. Il y avait une émission d'ailleurs sur France Inter, le téléphone sonne, où cette question de la traite. Alors ça c'est vraiment, mais c'est crucial. La traite, c'est tous les jours de la vie d'un éleveur, le matin et le soir. Souvent très tôt le matin et puis quelquefois tard le soir parce qu'il faut bosser entre les deux. Donc c'est une contrainte, ou une astreinte plus qu'une contrainte qui est extrêmement lourde. Et c'est pas lié à un mode de production. On peut avoir, j'ai visité il y a 2 mois au Canada des fermes qui étaient très agroécologiques. Ils croisaient 3 races de viande pour bénéficier de l'hystérésie, c'est ça qu'on dit. Voilà. Donc c'était absolument pas le type de ferme avec des Holstein toutes pareilles, etc. Ils étaient partis sur des modèles très agroécologiques et ils avaient des robots de traite parce que dans l'agroécologie, il y a aussi dans les 10 principes de l'agroécologie de la FAO, il y a aussi des principes qui sont liés aux travailleurs, ou à l'agriculteur, et en particulier de décence du travail, d'autonomie. Alors on pourra dire, les robots de traite, ça nous rend dépendants, et j'accepte la réponse, mais le robot de traite, pour moi, c'est typique. Et aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont faites justement pour faire sortir le robot de traite de la stabu, en fait, et puis l'amener dans des champs pour ensuite le coupler aussi au pâturage au champ. Voilà. Donc
C'est un outil, alors avec tous ses défauts en termes d'indépendance vis-à-vis des constructeurs, etc., d'investissement également. Mais l'investissement, c'est aussi une question politique. Hein. On pourrait aussi dire qu'il y a une participation plus forte on va se poser ces questions-là. S'il faut nourrir les villes, il faut peut-être que les villes investissent aussi dans l'accompagnement des agriculteurs un peu plus qu'elles le font aujourd'hui. Elles le font déjà sur le foncier aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de dimensions et je crois qu'il faut qu'on discute toutes les dimensions lorsqu'on parle d'éthique. Et aujourd'hui, on essaie de coupler, je dirais, la partie agroécologie vis-à-vis de l'agriculteur, c'est-à-dire ça lui permet d'avoir une vie un peu plus correcte, avec la partie agroécologie, production, pâturage. Voilà. Mais on n'a pas traité tous les problèmes. Peut-être je vais compléter, je suis tout à fait bien sûr d'accord avec Véronique. Le robot de traite, aujourd'hui, bon, déjà toutes les exploitations ne pourront pas en avoir parce qu'il faut une certaine dimension, hein, et l'agriculteur doit vraiment réfléchir. C'est un investissement, ça coûte cher, et ça touche effectivement l'organisation du travail. C'est pour ça que les agriculteurs investissent en fait dans le robot de traite. Et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a 14 000 installations par an. Donc 14 000, c'est soit des jeunes, soit des personnes qui s'installent en deuxième partie de carrière. Et si on veut, je dirais, renouveler les générations, et notamment dans l'élevage, il faut trouver des solutions en fait pour alléger le travail, et notamment la traite, qui est une astreinte, hein, comme le disait Véronique, c'est tous les jours, et c'est 2 fois ou 3 fois par jour. D'ailleurs, avec le robot de traite, même sur le bien-être animal, les animaux sont en meilleure santé, je dirais, et puisqu'ils peuvent être traits 3 fois par jour, alors que l'humain il peut le faire que 2 fois par jour, matin et soir. Donc il faut vraiment le voir comme un outil, mais qui dégrade absolument pas le bien-être animal. Après, il faut bien réfléchir en termes d'investissement. Une dernière question très rapide. Alors, je ne sais plus où est le micro. Voilà. Une dernière question. Et puis, après, vous pourrez venir, enfin, la personne qui a levé la main, vous pourrez, puis une autre personne ensuite, vous viendrez discuter, je pense, directement avec lui. On a pris un peu de retard. Allez-y, c'est Christine, c'est ça? C'est Christine Dillman. Merci beaucoup pour ce panorama très complet. Il y a un secteur que vous n'avez pas abordé, c'est comment on forme. Donc vous avez parlé de la formation des producteurs, mais il y a aussi les filières, les filières de transformation, les filières de production qui sont complètement, qui sont très organisées en silos avec un objectif économie. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour former au changement à ce niveau-là, avant que les étudiants qui sont actuellement au lycée agricole arrivent sur le marché? Ouais, bon, déjà comme je le disais, quand on parle enseignement agricole, on a des formations qui sont vraiment, panel assez vaste, notamment formation par rapport à tout ce qui est développement local. Hein. On en a aussi des formations sur ces questions-là, notamment après quand on parle enseignement agricole, on parle aussi des questions d'alimentation. Donc, il y a des formations sur lesquelles ces thématiques-là sont travaillées, notamment sur que ce soit en formation Bac Pro ou BTS. Les portes d'entrée sont multiples. Il y a beaucoup de lycées agricoles qui sont intégrés dans les PAT locaux, pour que justement on puisse travailler sur du concret et à l'échelle d'un territoire avec les étudiants autour de projets pédagogiques sur ces questions-là. Plan alimentaire territorial. Donc voilà, ça, c'est des exemples qui existent dans pas mal de lycées. Hein. Vraiment, on a beaucoup travaillé là-dessus pour l'intégration des lycées dans ces PAT. Après, ça fait partie de pas mal de référentiels où, de toute façon, quand on aborde la question de la transition agroécologique, aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup aimé hier l'intervention où on parlait notamment de la grille ESR, efficience, substitution, reconception. Nous, ce qu'on accompagne, notamment au niveau des exploitations, quand je parlais tout à l'heure de reconception des systèmes de ces exploitations-là, on le travaille aussi à l'échelle
territoriale, où justement, quand on parle via cette grille de niveau de transition recherché, il y a aussi possibilité de travailler à l'échelle de différents niveaux de cette reconception. Est-ce que c'est à l'échelle de l'exploitation ou à l'échelle territoriale? Et très clairement, aujourd'hui, on essaye d'accompagner les lycées, en tout cas qui le souhaitent, et il y en a plusieurs qui s'engagent sur cette voie-là, où justement on positionne ces trajectoires de transition sur cet aspect territorial, notamment sur les questions d'alimentation. Merci. Alors bon, on a pris un petit peu de retard. Je vous propose qu'on clôture la table ronde. Donc merci Vincent, Béatrice, Véronique et Mehdi. Et puis... Donc voilà, donc on est légèrement en retard, on va décaler un peu, elle est à 11h40, c'est ça? Allez, 45, donc 50, allez, alors 11h, midi moins 10, on revient ici pour la seconde table ronde, et pour ceux qui ont levé la main, vous pouvez en profiter pour discuter dès maintenant avec les intervenants.